Je vous parle depuis la Suisse, où je suis né sur une petite ferme dans la montagne, dans une communauté paysanne, pas toujours unie au quotidien, mais qui s'unissait autour de travaux communs face à la rivière, à dompter, à reconstruire des ponts, mais aussi pour faire du théâtre ensemble, pour chanter et dans des moments de deuil. Et ce monde protégé, pour moi, d'une certaine manière, s'est trouvé fissuré au moment où j'ai dû continuer ma scolarité dans la station touristique à côté, ça s'appelle Gstad, et où j'ai fait l'expérience que on nous appelait les enfants, les personnes qui venaient depuis derrière la Lune. Et c'est, j'ai parfois été bagarreur pour essayer de me défendre. Et j'ai fait l'expérience que quand on sent que d'où on vient, ce qu'on est, ou n'est pas forcément respecté, compris, ça devient difficile d'apprendre. Les choses se mélangent dans notre tête, mais aussi ça devient difficile d'apporter ce qu'on a en nous, les couleurs cachées que toute personne a en elle. Et c'est peut-être ça qui a fait que je suis devenu enseignant, mais j'ai gardé un métier que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai gardé une sorte d'intranquillité en moi. Et c'est en 1972 que j'ai fait la connaissance du mouvement ATD, Agir tous pour la dignité, Quart Monde, et je me suis engagé comme volontaire permanent. Alors, vous parlant depuis la Suisse, je me demande bien quelle représentation vous avez de ce pays et peut-être bien sûr le chocolat, le fromage, les montres, mais plus grave, beaucoup plus grave, le secret bancaire, où certains peut-être vont dire, oui, mais chez vous, vous vous targuez de démocratie et les femmes ont eu le droit de vote très tard dans votre histoire, ou d'autres qui diront, vous dites, vous êtes un pays accueillant, mais il faut attendre la troisième génération pour pouvoir devenir suisse. Mais je me demande, est-ce que vous savez que c'est un pays qui a une longue et profonde histoire de pauvreté, de misère, et qu'aujourd'hui, dans ce même pays, qui peut être internationalement a plutôt l'image d'avoir su venir à bout de la pauvreté, dans ce pays, près de 10% de la population se trouve dans une situation de pauvreté. Et au cœur de cette histoire de mon pays, il y a ce dire terrifiant: celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Et aussi, dans cette histoire, au nom de la sécurité publique, dans les villages, dans les tours d'église, dans les tours d'église, il y avait des tocsins qu'on sonnait quand il y avait des groupes de personnes, des femmes, des hommes, des familles, des enfants en recherche de survie, de mendier, chercher un petit travail, mais aussi dans ce même pays, face à ces gens qui cherchent à survivre, on distribuait dans les communes des fusils pour abattre les gens si nécessaire. Et puis petit à petit, cette histoire de la pauvreté s'est focalisée autour d'un sorte de contrôle, une prise de contrôle sur les pauvres, autour des pauvres. Et une mesure législative très, très forte et très humiliante pour les pauvres dans mon pays, c'était la possibilité d'être mis sous tutelle. Ça veut dire on peut vous enlever votre signature, vous n'avez plus le droit de voter dans un pays pourtant qui se dit démocratique. On peut vous saisir tout ce que vous avez pu gagner et vous êtes privé de votre responsabilité envers vous-même, envers vos enfants, envers votre famille. Et puis, dans cette évolution dans mon pays face à la pauvreté, s'est développé un courant psychiatrique. Il y a eu des chercheurs qui ont établi, qui ont osé dire ouvertement: la pauvreté, en fait, c'est une maladie mentale. Et vous vous imaginez les conséquences graves, ça veut dire des personnes, des jeunes, des adultes, des femmes révoltées de vivre des injustices dans un contexte de pauvreté
on les considérait, leur attitude, comme malades mentales et ils se trouvaient enfermés dans des cliniques psychiatriques. Et au cœur de tout ça, l'histoire des placements extrafamiliaux des enfants. Très tôt et aujourd'hui encore, aujourd'hui, on continue à enlever à des familles qui se trouvent en situation de pauvreté leurs enfants en disant vous êtes des parents, vous n'êtes pas capables d'offrir une sécurité à vos enfants, alors que ce sont des parents qui vivent des injustices dans tous les domaines du travail, du logement, de la santé, de la participation à la culture. Et ces enfants ont été placés dans des institutions, chez des paysans, dans des centres de redressement, dans des cliniques psychiatriques et même dans des prisons. Et ces enfants, à travers le temps, ont été abusés, maltraités, sous-alimentés, violés, et certains se sont donné la mort. Je pense à un militant d'ATD Quart Monde en Suisse, Alain Melan. Il raconte comment il devait se lever à 5 heures du matin pour travailler dans l'écurie où il était placé chez des paysans. Et à la sortie de l'école, il disait le paysan nous attendait assis sur sa petite mobilette avec un fouet dans la main et il le lançait au-dessus de nos têtes et nous, gamins, on courait, bien sûr, de peur de prendre des coups, mais beaucoup plus profondément de sentir les regards des gens du village qui voyaient ça et qui, d'une certaine manière, détournaient la tête. Et il disait, la nuit, on nous entendait pleurer, mais personne, les voisins ne réagissaient pas. Ça semblait être normal. Et ainsi, dans mon pays, il y a eu une évolution où petit à petit, les personnes en situation de pauvreté ont été rendues invisibles, de plus en plus invisibles, enfermées dans des institutions, mais aussi enfermées dans des analyses de gens, de problèmes, de personnes asociales, etc. Et surtout, le plus grave, enfermées dans un silence très, très profond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon pays, à l'école ou à l'université, on ne parle pas cette histoire. Elle n'est pas connue, elle n'est pas enseignée, parce que à travers tout le temps, les personnes dans les situations les plus pauvres dans mon pays n'ont pas eu la possibilité de la prise de parole. Ils apparaissent dans l'histoire des autres, dans l'analyse des autres, dans le regard des autres. Mais mon pays se trouve privé de l'histoire, ça veut dire du regard, de la compréhension de ceux qui ont vécu dans mon pays les injustices les plus profondes. Et ça, c'est grave. Et ça a deux conséquences très graves ici dans ce pays. La première, c'est que jusqu'à nier l'existence d'une réalité, ça amène, et Jean-Marc, un militant aussi d'ATD Quart Monde, dit se rendre compte qu'on n'est pas recu dans notre existence même, ça nous amène à penser qu'on est coupable d'avoir été né dans ce monde-là. Donc, c'est un processus qui empêche les gens de comprendre d'où ils viennent, de bâtir leur identité, de comprendre leur identité, à travers leur identité aussi pouvoir la transformer, la partager avec d'autres, de lutter à partir de là pour la participation, la dignité. Et aussi, les conséquences graves, c'est nier une réalité historique. Et aujourd'hui, c'est en même temps nier, ne pas reconnaître, ne pas voir les connaissances que les personnes qui vivent ces réalités peuvent apprendre. Et Nelly Schenker, une militante du mouvement ATD Quart Monde, elle dit, c'est vrai, on est souvent critiqué pour le fait qu'on retourne vers ceux qui ne sont pas là. Mais en fait, c'est indispensable parce que ceux qui ne sont pas là, qui ne partagent pas, en fait, ils ont les connaissances les plus importantes de qu'est-ce qu'il faut pour créer des conditions de participation de tous. Et puis, nier cette existence, ça veut dire aussi un pays se prive de sa possibilité de réfléchir jusqu'où, en fait, on est déjà allé dans une mise en place de justice et d'éthique pour tout le monde, une recherche d'égale dignité, une mise en œuvre de l'ensemble des droits humains.
Donc voilà, je vous parle de ce pays parce que c'est mon pays, il m'a forgé, mais dans le mouvement ATD Quart Monde, aussi à travers mon engagement, j'ai découvert et appris, et bien sûr, comme vous, et vous le savez, que la grande pauvreté, la pauvreté est une réalité mondiale. Et ATD Quart Monde, qui est engagé dans une trentaine de pays avec un réseau de solidarité et de partage d'expériences, a par exemple énormément bataillé lorsqu'il y a eu la discussion autour de l'agenda 2030 et la formulation de ces objectifs du développement durable. Le mouvement s'est beaucoup investi pour essayer, avec d'autres organisations, de gagner cet objectif, ne laisser personne de côté. Parce que si on commence à laisser des gens de côté, voilà, on s'égare d'une recherche de l'égale dignité entre nous, de la participation. Et c'était une victoire que dans ces objectifs, vous connaissez peut-être, qui sont assez forts, et nos pays les ont signés, la Suisse aussi les a signés. Il y a maintenant cet objectif, ne laisser personne de côté, mais ça veut dire quoi au juste? Et vous connaissez peut-être cette définition, la pauvreté, être pauvre, c'est vivre avec $1,25 centimes par jour. C'est beaucoup trop rétrécissant. Ça n'englobe pas, ça dit pas la complexité, l'interdimensionnalité de ce que vivent les gens qui se trouvent dans la pauvreté. Et c'est pour ça que le mouvement s'est mis dans une recherche avec l'université d'Oxford pour dire il faut qu'on travaille quelles sont, on a appelé ça, les dimensions cachées de la pauvreté. C'est un projet qui s'est déroulé ces dernières années au Bangladesh, en Bolivie, en Tanzanie, en France, en Angleterre, aux États-Unis, où des groupes de co-chercheurs avec des universitaires, des professionnels, mais aussi des personnes en situation de grande pauvreté, se sont demandé mais quelles sont les dimensions qui font la réalité de la grande pauvreté. Et à la fin, il y a eu un séminaire où les acteurs de cette recherche ont mis leurs réflexions, leurs travaux en commun. Et savez-vous ce qui est sorti comme dimension commune, alors que des réalités sont très différentes du Bangladesh à la France, par exemple? C'est que lorsqu'on se trouve dans une situation de pauvreté, on est privé du pouvoir agir. Et un co-acteur de cette étude a dit, être pauvre, c'est faire partie d'un système qui vous fait attendre indéfiniment dans un état de peur, d'incertitude et d'impuissance. Un deuxième point commun des dimensions cachées de la pauvreté, c'était que les acteurs ont dit la souffrance de ceux qui sont dans la pauvreté n'est ni connue, ni reconnue, ni souvent, et plus grave, les efforts des pauvres qu'ils entreprennent non seulement pour survivre, mais pour aider à bâtir une justice, changer les pays, c'est très souvent ignoré au sein de nos pays. Et cette impulsion, cette recherche avec cette question être dépossédé du pouvoir d'agir, comment on retourne ça pour le mouvement? Ça, c'est une question depuis son existence. On pourrait dire cette question est dans les ADN d'ATD Quart Monde. Son fondateur, il est né dans la grande pauvreté et il n'en voulait pas d'un an plus d'aide sociale, de soutien, de mesures spécifiques, de projets pour les pauvres. Il disait il faut obliger nos pays à changer ensemble, à oser des politiques globales cohérentes et prospectives, ancrées dans l'ensemble des droits humains et surtout guidées par cet enjeu d'une égale dignité entre tout le monde. Et ce défi, cette orientation, par exemple, juste pour vous donner quelques exemples, a amené le mouvement à développer, par exemple, une action comme le croisement des savoirs. Dans le croisement des savoirs, il s'agit d'amener trois sources de connaissances dans un dialogue, dans un croisement. Celui des universités, des universitaires, celui des professionnels et celui des personnes qui vivent, qui ont l'expérience de la grande pauvreté.
mettre ces savoirs en dialogue, mettre ensemble, analyser ensemble et faire des propositions ensemble pour opérer des propositions d'action qui sont enrichies de ces trois sources fontaines de connaissances. Et vérifier aussi par ces trois sources, aucune de ces sources de connaissances peut remplacer les autres. Elles sont complémentaires. Et en Suisse, et ça c'est une bonne nouvelle, depuis 2 ans, le gouvernement fédéral finance une recherche dans ce sens-là du croisement des savoirs où des acteurs universitaires, des militants qui ont l'expérience de la grande pauvreté et des professionnels, des juges, des enseignants, des médecins, des infirmières, etc., mettent ensemble leurs connaissances et leurs questions pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on change aujourd'hui dans les institutions dans un pays comme la Suisse pour que l'histoire qu'on a connue ne se répète pas. Mais quand je vous dis ça, je devrais vous parler d'un projet qui a lieu en France, qui est très passionnant, qui est Territoire zéro chômeur. Et le temps n'est pas pour vous dire l'histoire de ce projet, ni exactement son contenu, mais je vous invite vraiment, allez-y sur son site pour voir, parce que c'est là une véritable innovation qui dit le chômage, de toute façon, le chômage dans la longue durée est inacceptable. Il faut retourner tout cet argent dans des projets où des personnes qui connaissent le non-travail et des personnes qui ont des diplômes créent ensemble des innovations, des petites entreprises qui ne sont pas d'insertion, qui sont des projets pilotes au niveau d'une économie solidaire. Donc, ça, c'est quelque chose. Aussi, je vous ai parlé de l'importance de l'histoire. Le mouvement a créé un centre de recherche et de mémoire pour essayer de ramasser toutes les petits bribes qui existent dans les pays, des photos, des textes, des dires des gens, pour bâtir cette histoire qui reste quand même pour beaucoup dans notre humanité un trou noir et qui doit être enrichie aujourd'hui par les gens eux-mêmes. Au moins aujourd'hui que ceux qui vivent ces injustices puissent contribuer à écrire cette histoire. Et c'est un centre qui est en cours de reconnaissance comme un apport à l'histoire de l'humanité par l'UNESCO. Mais le mouvement ne peut pas demander aux autres d'agir en partenariat avec ceux qui vivent la pauvreté, si nous-mêmes, on ne se questionne pas constamment à ce niveau-là. Et bien sûr, parfois nous faisons des erreurs, parfois nous n'arrivons pas à rendre la participation vraiment possible de personnes qui sont dans des situations très extrêmes de survie et qu'il faut beaucoup de temps, qu'il faut retourner, qu'il faut inventer pour que par la confiance qui se crée, leur participation devient possible. Mais au moins, on a appris que dans un mouvement comme le nôtre, il nous faut une gouvernance à l'horizontale. Ça veut dire on a besoin d'une gouvernance qui soutient les activistes, les militants, ceux qui sont engagés dans notre mouvement, à la fois très localement, dans un contexte historique, social, culturel, etc., très spécifique, où on ne peut pas dire on a un modèle de participation, allons-y. Tout est à inventer avec les gens sur place. Mais au même temps, il faut permettre que ces acteurs au niveau local puissent aussi être des acteurs au niveau international. On ne viendra pas à la bout de la pauvreté sans des grandes actions internationales avec l'agenda de 2030. Et donc, de permettre à ce que les gens gagnent en connaissance, en expérience, en savoir localement dans des pays, puissent se retrouver, s'enrichir au niveau international pour évaluer, pour programmer, pour relever des défis ensemble. Et je peux vous dire, c'est une bagarre que des experts de ceci ou de cela, de l'économie, ou voilà, puissent voyager, personne ne met ça en question. Que des pauvres qui ne veulent pas juste fuir leur pays, mais qui sont des militants et qui veulent se retrouver avec d'autres dans des sessions internationales, puissent avoir un visa, je vous dis, ça reste un sacré combat. Et parfois, très dur pour des gens qui avaient préparé le rapport et on leur dit désolé, refus de visa. Donc, on doit rester vigilant et combatif.
Aujourd'hui, et je veux terminer par là, on se trouve avec cette pandémie très difficile pour tous. Et à TDK Monde, on se demande qu'est-ce que nous-mêmes, comme mouvement, mais aussi avec les autres, on a appris de populations, de personnes qui depuis toujours se trouvent dans des situations de maladie, de famine, de situations de guerre, de la misère, la pauvreté qui est en elle-même une sorte de crise permanente. Qu'avons-nous appris ensemble qu'on peut aujourd'hui investir pour faire face à ce Covid-19? Et en disant ça, je pense à un philosophe chinois, Chen Yueguang, c'est un ami du mouvement, et il nous disait ceci il n'y a pas très longtemps. Il disait prendre les plus pauvres comme miroir dans chacun de nos pays, comme repère de nos sincérités de pensée et de nous engager et d'agir, est un chemin qui appartient à l'histoire de la lutte de l'humanité pour la dignité. Et puis il continue, et constitue une possibilité de rencontre entre des civilisations à hauteur des yeux. Et pour terminer, je voudrais vous dire que jeune volontaire permanent d'ATDK Monde, je me disais, voilà, Eugène, tu as pu apprendre un métier, tu as une certaine liberté, tu vas t'investir avec, pour un temps, je ne savais pas que ça pouvait durer aussi longtemps, avec des personnes qui n'ont pas eu ces chances. Et c'était comme si je pouvais leur apporter ma liberté, comme moi j'étais vraiment libre et qu'eux ne l'étaient pas. Et petit à petit, avec d'autres, j'ai compris que cette histoire de la liberté est beaucoup plus profonde et que personne ne peut prétendre qu'il se libère seul. C'est très prétentieux. Tout le monde a besoin à un moment donné de quelqu'un qui croit dans ce qu'on cherche, qui aussi est un ami ou une amie et nous reprend. On ne peut pas, quel que soit ce, mais certainement aussi ceux qui sont dans la pauvreté, ils ont besoin d'autres. Mais aussi, personne ne va libérer seul les autres. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et dans ce sens-là, j'ai découvert à travers mon engagement dans le mouvement qu'en fait, ceux qui sont dans la pauvreté, ils nous proposent un projet de libération. Ça veut dire de grandir en liberté ensemble. Et c'est quelque chose de très puissant. Ça ouvre, ça enferme pas. Et pour moi, je fais le lien avec notre humanité qui est vraiment marquée, forgée par tous ces combats de recherche de liberté à travers le refus de l'esclavage, à travers le refus de la domination des hommes sur les femmes, etc., etc. Et je porte en moi cette conviction que ceux qui sont dans la pauvreté dans nos pays de France, à travers le monde, jusqu'en Suisse, en fait, ils sont aussi dans un apport de, si on s'engage ensemble, si on ose sauter ensemble à l'eau pour apprendre à nager, ou c'est un apport à l'humanité de gagner, de grandir en liberté, qui est la clé pour que chacun puisse offrir les couleurs intérieures les plus précieuses.